Imaginons la scène. On marche tranquillement dans la rue, l'esprit un peu ailleurs, et soudain, le pied rate une marche invisible. Ah oui, le grand classique. Ouais, ou alors on bute sur le rebord d'un trottoir, quoi. Et là, le cœur fait un bond, il y a ce vide qui se creuse dans l'estomac, et dans un sursaut de panique totale, le corps se contorsionne. Les bras se balancent dans tous les sens. Exactement. Le pied claque au sol pour se rattraper vraiment à la toute dernière seconde, et on retrouve son équilibre. Ouf. Mais ce qui vient de se passer, dans cette fraction de seconde, c'est que le cerveau et les muscles viennent de résoudre une équation d'algèbre linéaire. Et ils l'ont fait plus vite et plus efficacement qu'un superordinateur. C'est fou quand on y pense. C'est complètement fou, et c'est justement le point de départ de notre exploration en profondeur d'aujourd'hui. Parce que, en général, quand on se retrouve face à un immense tableau noir couvert de formules mathématiques, avec des matrices, des symboles bizarres, C'est souvent l'angoisse pour beaucoup de gens. bah oui, il y a cette sensation d'aliénation. On a l'impression de regarder une langue extraterrestre. Un truc purement abstrait, intellectuel, inventé par quelques théoriciens dans leur coin. Ouais, c'est le récit habituel en fait. On perçoit souvent les mathématiques supérieures et l'algèbre linéaire en particulier comme un système un peu rigide. Très rigide même. C'est ça. Quelque chose de tardif dans l'histoire humaine, un concept qui s'impose à nous de l'extérieur et qu'il faut mémoriser péniblement sur les bancs de l'école. Mais les documents qu'on a rassemblés aujourd'hui, ils renversent complètement ce paradigme. Et c'est ça qui est passionnant. Absolument. Ces sources, elles croisent la biologie de l'évolution, l'architecture antique et même l'intelligence artificielle pour nous proposer une thèse vraiment audacieuse. En gros, nous n'avons pas inventé ces mathématiques complexes. On les a incarnés. Exactement. Le formalisme algébrique, ce serait juste la traduction très tardive de ce que le corps humain calcule de manière intuitive depuis des millions d'années, juste peut pas mourir. D'accord, alors décortiquons un peu tout ça et rassurons tout de suite ceux qui écoutent. L'objectif ici, c'est pas de faire un cours d'algèbre aride. Ah non, surtout pas. Pour quiconque a déjà ressenti cette fameuse secousse en ratant une marche dans le noir, ou s'est senti, je sais pas, émerveillé face à une immense cathédrale, il y a un fil conducteur caché. Et pour comprendre comment on est passé de la biologie aux algorithmes, il faut remonter à la première véritable salle de classe de l'humanité. C'est une belle image. Ouais, une salle de classe sans mur, sans craie, c'était juste la planète elle-même. Et le professeur, c'était la gravité. La gravité terrestre, il faut bien réaliser que c'est un champ de force permanent, invisible et surtout très impitoyable. Ça attire absolument toute masse vers le centre de la Terre. Sans aucune exception. Voilà. Et quand nos lointains ancêtres se sont levés pour maîtriser la bipédie, ils ont dû relever un défi mécanique monumental. Se tenir debout sur deux jambes, avec un centre de gravité placé assez haut, c'est fondamentalement instable. C'est comme essayer de faire tenir un crayon en équilibre sur sa pointe, en fait. C'est un peu ça, ouais. Pour pas tomber, le corps doit calculer en temps réel et maintenir ce qu'on appelle un équilibre orthogonal parfait. Donc, un axe vertical à exactement 90 degrés par rapport au sol. Exactement. Et la sanction de la nature est très claire. Si on s'écarte de cette ligne verticale sans compenser dans la seconde, c'est la chute. Et dans un environnement préhistorique trébuché, c'est pas juste un petit bobo. Ça pouvait signifier une blessure grave ou pire, se faire attraper par un prédateur. C'est une question de survie brute. Donc chercher cette verticalité, c'est littéralement chercher la position mathématiquement la plus sûre dans l'espace physique. Mais ce qui est dingue, c'est que ce besoin d'orthogonalité, il n'est pas resté une simple idée. La biologie l'a vraiment câblé dans notre anatomie. Ah oui, c'est gravé en nous. À l'intérieur de notre crâne, dans l'oreille interne, on a le système vestibulaire. Le fameux centre de commande de l'équilibre. C'est ça. Et la nature l'a doté de 3 petits canaux sémicirculaires qui sont remplis de liquide. Et leur disposition est juste fascinante. Ils sont placés de manière parfaitement orthogonale les uns par rapport aux autres. À 90 degrés. Ouais. Il y a un canal pour les mouvements de haut en bas, un pour la gauche et la droite, et un pour l'inclinaison. Ils incarnent physiquement les 3 axes X, Y et Z d'un repère en 3 dimensions. C'est comme si chaque être humain naissait avec un gyroscope intégré directement dans le système nerveux. C'est la métaphore parfaite. Donc nos premiers pas quand on est bébé, c'est en fait notre première résolution d'une équation physique face à la gravité. L'interaction avec le monde, elle passe par ce filtre géométrique. Donc, bien avant qu'on invente des matrices ou des notations complexes, notre oreille interne faisait déjà le job. Tout à fait. Les mathématiques n'ont fait que poser des symboles sur ce qu'on vivait déjà. Ok, donc l'équilibre du corps repose sur cet angle droit parfait. Mais les documents vont plus loin parce qu'on passe du corps physique au fonctionnement cognitif. Vu que la survie dépend de l'orthogonalité pour pas tomber, le cerveau s'est structuré pour privilégier ça.
Ouais, les expériences neurocognitives le montrent très bien. Le cerveau humain traite les angles droits et la ligne d'horizon beaucoup plus vite que n'importe quelle autre forme. En gros, l'orthogonalité agit comme une sorte de filtre anti-bruit. Mais attends, là je dois faire un peu l'avocat du diable. Vas-y. Quand on observe la nature à l'état sauvage, tout est courbe, c'est le chaos, c'est fractal, les branches des arbres s'entremêlent, les rivières serpentent. L'angle droit, ça n'existe quasiment pas dans la nature sauvage. C'est vrai, c'est très rare. Alors pourquoi notre cerveau aurait dépensé autant d'énergie évolutive pour repérer un truc qui n'existe pas dans son environnement de base? C'est une super question. Et c'est justement cette contradiction qui explique tout. C'est parce que la nature est en chaos visuel total que le cerveau a besoin de l'angle droit. C'est son outil pour mettre de l'ordre. Pour pas être submergé. Exactement. Face à l'avalanche d'informations d'une forêt, le cerveau cherche un point d'ancrage. En algèbre linéaire, quand deux vecteurs sont orthogonaux, on dit qu'ils sont linéairement indépendants. Ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire qu'ils partagent aucune information. La position sur l'axe X ne te dit absolument rien sur la position sur l'axe Y. Ah, d'accord. C'est ce que les sources appellent la minimisation de l'information mutuelle. C'est ça. Le cerveau sépare les variables pour s'y retrouver. Pas de gaspillage d'énergie à calculer deux fois la même chose. C'est une question d'économie d'énergie métabolique. Donc le cerveau trouve ça clair et reposant? Ouais. D'ailleurs, la science a prouvé ça avec la découverte des cellules de gris, qui a reçu le prix Nobel en 2014. Ce sont des neurones qui cartographient notre environnement en projetant une grille de coordonnées invisibles sur le monde. Incroyable! On impose notre propre géométrie au chaos pour s'orienter. Et c'est là que ça devient vraiment passionnant. Parce que font les humains quand ils commencent à se sédentariser et à bâtir des abris? Ils matérialisent cette géométrie. L'architecture ancienne, c'est devenu le miroir de notre oreille interne. Oui, pense aux bâtisseurs des premières cathédrales. Ils n'avaient pas de logiciel 3D. Ni de calculatrice, d'ailleurs. Rien de tout ça. Mais ils ont construit des trucs qui tiennent debout depuis des millénaires, avec juste la géométrie de l'œil et de la main. Et avec des outils super simples, genre le fil à plomb. C'est juste un poids accroché à une ficelle qui subit la gravité et donne la verticale parfaite. Le fil à plomb, c'est pour l'axe vertical, l'axe de la chute. Mais pour construire, il faut aussi maîtriser le sol, le plan horizontal. Comment faire pour que les murs fassent un angle parfait, sans s'effondrer? Et c'est là qu'intervient la corde à 13 nœuds, je suppose. Exactement. Il tendait cette corde pour former un triangle avec des côtés de 3, 4 et 5 unités. Et ça, mécaniquement, ça force un angle droit de 90 degrés. Le fameux théorème de Pythagore, mais utilisé dans la boue sur des chantiers bien avant d'être dans les manuels. Voilà, ils forçaient l'angle droit sur un terrain chaotique pour reproduire l'équilibre de leur corps. D'ailleurs, les immenses grilles urbaines construites sous le roi Darius Ier en Perse, c'était ça. Figer la matière contre le chaos. Et ça nous amène à ce concept, dans nos notes, la préservation isométrique. En gros, certaines matrices en algèbre linéaire, les matrices orthogonales, ont une propriété magique. Magique, oui, d'un point de vue mathématique. Si tu appliques ces matrices à un objet 3D, l'objet va tourner, mais il sera ni écrasé, ni déformé. Ses proportions restent intactes. On a cette formule dans les sources, là, la norme de Q fois X est égale à la norme de X. C'est ça, l'isométrie. C'est ça. L'objet reste le même. Et traduit en architecture, c'est la garantie absolue qu'un bâtiment en pierre va pas s'affaisser sous son propre poids. L'architecture, c'est vraiment l'incarnation de ces mathématiques de la stabilité. Et le plus dingue, c'est que cette quête de la perfection orthogonale, elle s'arrête pas à la pierre. Aujourd'hui, elle est au cœur de nos espaces virtuels les plus avancés, dans l'intelligence artificielle et le machine learning. Le parallèle est fascinant. Les algorithmes d'apprentissage automatique manipulent des quantités monstrueuses de données. Et pour que ça reste stable, l'ordinateur utilise exactement les mêmes principes de projection et d'orthogonalité. Attends, je veux bien que le fil à plomb aide à construire une cathédrale. Mais un algorithme, ça n'a pas de corps. Ça subit pas la gravité. Comment un programme informatique peut chercher la verticale? C'est vrai que c'est contre-intuitif. Mais prends l'algorithme des moindres carrés, très utilisé en statistique. Ok. Imagine un point de données complexe qui flotte au-dessus d'un plan simplifié. Et tu dois le projeter sur ce plan. Quel est le chemin le plus court? La ligne droite vers le bas. Une chute verticale. Voilà, c'est le fil à plomb virtuel. En mathématiques prédictives, si tu dévies de cette ligne parfaite, ton trajet est plus long et ça augmente ta marge d'erreur. Donc l'algorithme cherche la projection orthogonale parfaite pour minimiser l'erreur. L'algorithme cherche le sol de la façon la plus stable possible.
C'est fou. Mais construire, c'est aussi s'élever. Et là, les sources parlent d'un truc un peu technique, le procédé d'orthogonalisation de Gram-Schmidt. Ah oui, ce nom fait toujours un peu peur. C'est clair. Apparemment, c'est une méthode pour étendre un espace en ajoutant des dimensions. Comment on peut visualiser ça? Imagine que tu as plein de données chaotiques sur un plan en 2D. C'est encombré. L'algorithme va prendre un nouvel élément et il va lui soustraire tout ce qui appartient déjà au plan horizontal. C'est un peu abstrait. Moi, j'aime bien l'analogie de la plante qui pousse. Ah, vas-y. Sur le sol, tout le monde se bat pour les mêmes ressources. La lumière, l'eau, l'espace 2D est complètement saturé. Donc pour s'en sortir, la plante a une seule solution. Elle doit inventer une nouvelle dimension indépendante. L'axe Z. Elle pousse vers le haut. C'est une excellente métaphore. Gram-Schmidt, c'est exactement ça. L'algorithme élimine les dépendances avec le sol pour forcer la création d'un nouveau vecteur qui pointe juste vers le haut, à 90 degrés du chaos. Ça crée des nouvelles dimensions indépendantes. Pour trouver des solutions qui n'existaient pas en 2D. Et pour finir sur l'IA, il y a la décomposition QR. Si Gram-Schmidt aide à construire vers le haut, comment on s'assure que tout l'édifice numérique s'effondre pas sous le poids des calculs? Le grand danger pour un ordinateur, c'est l'accumulation des erreurs d'arrondi. Si une matrice déforme l'espace, même d'un millième de millimètre, multiplié des milliards de fois, le système explose. La cata, quoi. Voilà. La décomposition QR sépare le calcul en deux. La matrice Q, c'est la composante orthogonale, l'armature indestructible. La fameuse préservation isométrique, celle qui ne déforme rien. Supérieure. Et comment elle fonctionne, celle-là? Nos sources disent qu'elle se résout par substitution arrière. Mécaniquement, c'est quoi? Imagine un bloc en forme de triangle pointant vers le bas. Tu commences par résoudre l'équation tout en bas, qui n'a qu'une inconnue. La première pierre. Ouais. Une fois que c'est solide, tu l'utilises pour résoudre le niveau juste au-dessus, puis le suivant. Tu construis de bas en haut. C'est littéralement l'empilement des pierres. On ne pose pas le toit sans les murs, ni les murs sans les fondations. C'est le reflet exact de l'édification matérielle, mais dans le monde algébrique. Si on prend du recul sur tout ça, c'est vertigineux. On passe du frisson de l'oreille interne qui lutte contre la chute, aux bâtisseurs avec leurs cordes dans la boue, jusqu'au réseau de neurones artificiels. C'est pas des mondes séparés, c'est un seul et même continuum. C'est ça. L'algèbre linéaire, c'est juste la cartographie très rigoureuse de la condition humaine. C'est notre besoin de stabilité face aux forces de la nature. Ces mathématiques, elles sont intimement liées à notre corps bipède, luttant contre la gravité. Et ça, ça soulève une dernière pensée pour clore cette exploration. Oui, une vraie question de science-fiction, mais basée sur la logique évolutive. Imaginons une espèce intelligente qui aurait évolué dans un environnement sans gravité, Flottant dans l'espace, par exemple? ou dans les courants continus d'un monde océanique dense. Un être qui n'aurait jamais connu le danger de la chute, ni le besoin de trouver la verticale. Dont son corps n'aurait absolument aucune mémoire de l'angle à 90 degrés. Voilà, si ces êtres devaient concevoir des mathématiques pour décrire l'univers, est-ce qu'ils développeraient une algèbre complètement différente? Où la ligne droite et la projection orthogonale n'auraient aucun sens intuitif. Aucune utilité, aucune beauté esthétique. Ça pose la question de savoir si notre ordre scientifique est vraiment universel ou en fait très, très local, lié à notre forme physique. C'est une réflexion incroyable qui bouscule pas mal de certitudes. La prochaine fois qu'on regardera une cathédrale ou une équation, l'impression sera complètement différente. Il y aura cet écho de notre corps luttant contre la gravité. Et voilà, nous sommes arrivés au terme de notre exploration d'aujourd'hui. Un grand merci d'avoir suivi ce cheminement fascinant avec nous.